Bonsoir les amis, bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour celles et ceux que je n'ai pas vus hier soir en direct, coucou Francis, coucou Roger Dupont, PowerS, Sam Léo, merci, ma modératrice avec Caroline Ruby, je pense qu'il ne va pas tarder, Dominique Bodino, Olivier, bon, je ne vais pas tous les faire. Bonsoir et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce mercredi 3 juin déjà. Ce soir, on va se reparler d'un sujet qu'il faut surtout ne pas oublier avec notre amie Cécile Maïchak, parce qu'il y a des victimes et parce qu'il y a des morts. Et des victimes de cette injection, parce qu'on n'appellera pas ça un vaccin, hein, on ne va pas nous faire croire encore aujourd'hui en 2026, bien qu'ils essaieraient encore de nous faire croire que c'est un remède super efficace et qu'il a sauvé des vies, etc. Et donc, on va se parler avec Cécile de son opération qu'elle a mise en place. Alors, Cécile Maïchak, coucou, bienvenue. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Bonjour. C'est toi qui nous as remis fort dedans quand tu es revenue là en nous disant il faut absolument qu'on reparle des parrainages et qu'on reparle de cette opération. Est-ce que, éventuellement, rapidement, parce qu'on va vite passer sur les parrainages, mais quand même, j'aimerais bien que tu te représentes pour ceux qui te découvrent. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup ici, mais quand même, on espère semer des graines à chaque fois. Est-ce que tu peux représenter tout ce que tu as fait depuis toutes ces années, parce que, enfin tout, oui. Rapidement, mais oui, non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est très juste. Hein, on espère toujours qu'il y a de nouvelles personnes. En effet, on espère toujours. Semer des petites graines, comme tu dis. Donc en fin 2021, j'ai mis en œuvre une émission qui s'est appelée le Doctoton et qui a réuni à peu près 300 docteurs pendant 24 heures non-stop. Et ils avaient 3 minutes de parole chacun. Ça a été un peu dur à suivre. Il y en a eu des docteurs, pardon, pas que des médecins, des docteurs de partout. Il n'y a que l'Antarctique qui n'était pas représenté, je crois. Sérieusement, on a vraiment eu tous les continents représentés. Et donc, j'ai fait bien la différence entre les docteurs et les médecins, puisque il y avait des docteurs en mathématiques, en psychologie, en droit, etc. Pas que des docteurs en médecine. En pharmacie aussi. En pharmacie, bien sûr, oui, bien aussi en pharmacie. Et puis après, on a réitéré avec 8 heures d'émission sur les enfants en particulier. Ça, c'était en janvier. On a suivi janvier 2022. Puis ensuite, j'ai fait une émission d'hommage à Luc Montagnier en avril, je pense, ou en mars. Et puis ensuite, en avril, on a fait une émission de 24 heures sur les effets indésirables, justement. Donc là, on a eu une centaine de témoignages. Et puis là, je suis incapable de dire, je crois que c'est fin 2023, mais je suis pas sûre. Je ne sais plus si c'est 2022 ou 2023. On a préparé et mis en œuvre une émission de 30 heures non-stop sur toutes les personnes qui étaient interdites d'exercer, qu'on a appelé les suspendus. Et ça a été un moment très, très, très fort, ça, mais vraiment très, très dur, où j'espère que les gens qui ont regardé ont pris conscience de ce que toutes ces personnes ont vécu, l'enfer en fait, vraiment. Donc voilà. Et alors, parallèlement à ça, en septembre 2022, j'ai organisé pour 4 médecins l'université d'été résistante, donc c'était à leur initiative. Et moi, j'ai organisé cet événement. Et puis ensuite, en 2023, en septembre, là, j'ai fait la Rigolante, l'université d'été Rigolante, où
On a réuni, on était sur site 500 personnes sur une journée, c'était extraordinaire. Et là, tout récemment, en septembre 2025, j'ai organisé on était 85 bénévoles, quoi, dont toi d'ailleurs. Oui, je veux dire que tu as organisé. C'était un travail oui. incroyable. Je te salue. L'université d'été rassemblante. L'idée, c'était de... Mon avis, et je l'ai encore dit hier dans mon émission, mais c'est qu'il est urgent qu'on se rassemble. C'est vraiment urgent. Tous les groupes même qui ont été en tension, tout ça, ça doit tomber. C'est une question de vie ou de mort à ce stade. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Donc, voilà. Et puis alors, il y a un an, j'ai présenté à Vierzon, un peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi, j'ai présenté à Vierzon cette idée que j'avais eue des parrainages, donc de la grande famille. Et aujourd'hui, il y a 45 parrainages qui sont en œuvre, qui sont en place. Moi, je suis la marraine d'Antoine, qui est décédé à 30 ans suite aux injections, et un garçon qui avait toute la vie devant lui, qui était extraordinaire, je veux dire, extraordinairement humain, qui avait plein de projets, voilà, qui avait toute la vie devant lui. Et comme dit très justement sa maman, il aura toujours 30 ans, ça s'est arrêté là. Et puis voilà, et voilà, c'est à peu près tout. Puis des émissions, je fais des émissions tout le temps. Et mardi soir, ça va bien se passer à 18h30 sur tes chaînes. C'est ça. Facebook, il y a YouTube, et je crois que c'est ça, Facebook et YouTube. Oui. Donc, Doctoton à la base. Et Crowdbunker. Pour une question de nom. Oui, Crowdbunker, pardon. Ouais, il me semble bien qu'il y avait un troisième. Doctoton à la base, qui, pour des raisons d'utilisation du nom, t'a embêté, donc qui s'est transformé en Dose Humanité. Voilà. Oui, c'est ça. Une dose d'humanité. Et tu dis à chaque fois, même quand tu signes tes messages, tes mails, c'est nous sommes l'humanité, et c'est ça qui te tient, et aussi face à l'injustice. Juste avant qu'on enchaîne, parce que je me rends compte que je voulais quand même faire une spéciale dédicace je sais. à Christine Coton, évidemment, qui nous a quittés hier, qui s'est battue aussi, elle. Alors, c'est une biostatisticienne qui a en fait découvert le poteau rose et qui a dénoncé les essais cliniques de Pfizer, un médicament, elle disait, même un produit, on employait ce mot, qui n'aurait jamais dû être mis sur le marché. Et c'est son métier, c'est sa spécialité. Donc, elle l'a expliqué. Dans beaucoup d'émissions, elle est passée à chaque fois. Après, moi, elle m'avait mis en contact aussi avec des victimes de l'injection, parce qu'évidemment, elle avait beaucoup de personnes qui l'a contactée pour essayer de trouver des solutions et essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Donc, évidemment, elle a déclenché des foudres quand elle s'est attaquée à ce sacré laboratoire qui est super, qui est juste multi-condamné, multi-récidiviste, Pfizer en l'occurrence, pour le nommer. Et elle était malade depuis plusieurs mois, et elle a décidé de trop de douleur. Elle a décidé de souffrance de souffrance, de nous quitter. Qu'on ne pouvait pas apaiser, parce qu'on ne trouvait pas. Elle a tout essayé. Elle le spécifie dans son message sur X d'hier. J'en ai des frissons. Elle explique qu'elle a essayé beaucoup de choses et effectivement qu'elle n'a pas trouvé d'explication, donc pas de remède non plus. Et voilà, c'était beaucoup trop dur. En tout cas, on ne peut que saluer son combat de toutes ces années. Je fais un gros bisou à ma Macha, Marie-Charlotte Boussier, dont je suis la marraine, ma chère filleule, qui va de mieux en mieux tous les jours. Et c'est un bonheur d'être sa marraine et d'être en contact avec elle, grâce à toi, Cécile, pour en revenir à cette opération. Et je te le dis souvent, je me demande à chaque fois d'où te sortent ces idées-là. Parce que tu as 10 000 idées à la minute, mais toi, en plus d'avoir les idées, tu les mets en pratique. Tu les mets en place. D'où t'es venue cette idée, cette opération de communication? Alors, d'où viennent les idées? Je vais d'abord répondre à cette question parce que je veux pas pouvoir aller dans le détail, mais je vais quand même faire une annonce là. Je vais profiter de ton émission. Donc, j'ai dit qu'il y aurait plus d'université d'été. C'est peut-être pas vrai. On a peut-être eu une idée. Je m'en doutais un petit peu. Oui, mais ce sera pas pour 2026 par contre. Ce sera 2027, ça c'est sûr. Et on a une idée. Et c'est venu en revenant de vacances, là, on était à table avec Thierry et on discute. Et à un moment, ça tilt dans ma tête. Je me dis, oh mais oui! Et alors là, Thierry, je vois ses yeux en l'air comme ça, il dit, oh non, ça y est, c'est reparti. Mais ouais, c'est sûr. Mais par contre, voilà, c'est pas avant
l'été 2027 et on verra quand l'organisme. Il y a quand même une petite idée qui c'est trop tard, elle est sortie. En général, si ça sort, je lâcherai plus l'affaire, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est comme ça que ça se fait. C'est que quand l'idée sort, je ne lâche pas l'affaire. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors l'idée des parrainages. En fait, j'étais en contact avec beaucoup de victimes des effets de ce poison. Et je me disais, mais et encore aujourd'hui, hein, ces gens, en fait, qui sont malades, qui paient déjà le fait d'avoir cru en ce qu'on leur disait, en fait, hein, ou d'avoir été dans l'obligation de passer par là, par l'injection. Ces gens s'épuisent à essayer de se faire connaître et reconnaître. Et moi, j'ai une image je suis très visuelle, hein, je suis très visuelle et j'ai une image comme ça de quelqu'un qui crie dans le désert, tu vois. Et c'est vraiment l'effet que ça me fait, en fait. Ils hurlent dans le désert, ces gens. Le truc, c'est qu'ils sont déjà malades. Donc, ils s'épuisent alors qu'ils sont déjà épuisés. Et dans ce qu'ils ont comme effet secondaire, toutes ces victimes, et entre parenthèses, les familles, les parents des victimes aussi, hein, mais en tout cas, les victimes qui sont malades, il y a déjà la fatigue. C'est déjà quelque chose qui est très, très dur. Alors, là, en plus, ils s'épuisent à le faire. Et puis, les parents des victimes, qui pour moi ont un mérite incroyable, hein, parce qu'ils pourraient s'occuper uniquement de leur vie et de leur peine et de ce qu'ils ont subi. Mais non, ils choisissent, comme Dominique Bodino, tu en parlais tout à l'heure, ils choisissent et Martine, son épouse, pardon, ils choisissent d'aider les autres, en fait, de faire des choses pour que ça avance. Et donc, je voyais ça et je me disais, mais comment on peut faire pour que leurs paroles soient décuplées, quoi, bon, pardon. Et par ailleurs, j'ai remarqué que quand on parle de quelqu'un de proche, et c'est connu, hein, en communication, mais si on parle de quelqu'un de proche de soi, ça a plus d'impact que si on parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qui vit loin. Et donc, il y a 2 ans, je pense, j'en avais parlé avec quelques victimes qui m'avaient dit: «Oui, mais tu peux pas inventer un lien de famille, quoi. Tu ne peux pas inventer qu'on est cousine ou». Et du coup, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit: «Beh, non, mais par contre, le lien de parrainage, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière tout à fait artificielle. Ça se fait tout le temps et hem et on n'est pas obligé d'avoir un lien de sang pour être marraine ou parrain de quelqu'un ou filleul, hein, c'est pas obligé». Et donc, du coup, beh, je me suis dit: «Ouais, ça c'est peut-être une piste». Et du coup, bah, est venue l'idée donc des parrainages et alors avec des personnes idéalement qui ont accès à un public. Alors ça, souvent, j'ai des réactions par rapport à ce point-là. J'ai souvent des réactions un peu vives, sur ce point-là, en disant: «Oui, on m'a dit ça, «Vous voulez vous mettre en lumière», c'est mais c'est bon, c'est juste stupide, hein, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Mais personne Oui. qui parle des effets indésirables ne se met en lumière. Oui, Elise? Tu as eu aussi quand même, parce que c'est important, hein, de nommer les choses. Tu as eu donc ouais, tu veux te mettre en lumière, où tu utilises la misère et la peine des Oui, gens oui. pour te faire mousser. Enfin, c'est aller Oui, loin oui, dans les oui. c'est Ah important oui, de oui, oui, j'ai eu des insultes, des des menaces choses. même d'ailleurs. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Et enfin bon, que veux-tu? Voilà. Quand on a le cul d'une huître, on a beau faire un effort, ça ne s'améliore pas, hein. Donc, même en faisant un effort, ça me fait penser à une blague, hein, le gars qui va voir son médecin et qui dit: «Je viens de faire un test de QI, j'ai 42, je ne comprends pas ce résultat». Et le médecin répond: «Bah, avec 42, il est normal que vous ne compreniez pas». Tu vois? Bon. Effectivement, c'est QFD. Eh beh, oui, c'est QFD. Donc, personne ne se met en lumière en parlant de ça, hein, tout le monde l'a remarqué. Au contraire, on est mis dans l'ombre dès qu'on commence à parler des effets indésirables. Faites-le à table, chez des amis, en famille, tout ça, vous verrez comment vous allez être mis en lumière, ça va être très, très vite. Et on l'a tous vécu en fait déjà, hein, je pense. Et donc oui, l'idée, c'est quand même d'avoir des personnes qui ont accès à un public, des personnes publiques ou qui ont accès à un public, parce que la première intention dans les parrainages, alors je vais peut-être étonner, hein, des gens, tout ça, notamment Julie, hein, qui va arriver après, voilà. Ça n'est pas de soutenir son filleul ou sa filleule. Ça n'est pas ça la première intention. Les parrainages, c'est une action de communication.
Donc un parrain ou une marraine qui se propose s'engage à communiquer au sujet de son filleul ou de sa filleule. Donc s'engage à dire je suis parrain de telle personne, etc. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Mais s'engage à le faire. Par contre, la personne ne s'engage pas à appeler sa filleule, passer du temps, ou son filleul, passer du temps avec lui ou avec elle. La personne ne s'engage pas à ça. Après, il y a beaucoup de parrains et de marraines qui vont beaucoup plus loin dans la démarche de parrainage, comme toi ou d'autres, hein, mais ça n'est pas une obligation. Par exemple, on a un parrain que je trouve vraiment extraordinaire, et j'en ai vu un autre le faire aussi dimanche dernier. Donc, c'est Christian Perron. Jérémy Mercier le fait aussi. Dans ses conférences, ils commencent leurs conférences en disant un mot au sujet, plus qu'un mot, hein, en expliquant qui est leur filleul et voilà, donc en disant ce qui est arrivé à leur filleul. Et c'est très bien, c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire en fait. Et donc l'idée, c'est maintenant, c'est de sortir de nos réseaux, donc de trouver des parrains qui sont dans d'autres milieux. Et on a eu la première personne qui est dans le mainstream qui a accepté récemment d'être marraine, c'est Karine Dubernay. C'est extraordinaire, elle a accepté d'être marraine de Clément, qui est décédé aussi. Et donc voilà, et elle peut-être va nous ouvrir des portes vers d'autres personnes, c'est possible. Mais l'idée, c'est celle-là, c'est que on décuple la voix des victimes. Ouais, et je pense que ça. Alors, on va pas encore une fois en rajouter une couche sur les détracteurs, évidemment. Hein, comme chaque fois que tu fais des choses, on va plutôt accentuer sur le positif. Mais je pense, et même moi, je le dis en toute honnêteté, au tout début, j'avais mal compris. Et je me disais, mais quelle légitimité j'ai à même me proposer. C'est toi, j'ai attendu que tu viennes me proposer. En plus, Macha, génial. Bref. Et en fait, c'était mal compris, mal interprété. C'est pour ça que c'est bien qu'on reprécise. Effectivement, c'est une opération de communication. Tu vois, parce que je me disais, mais en fait, est-ce qu'il va falloir que, si elle est à l'autre bout de la France, et comment je vais pouvoir faire pour la voir, etc., la personne. Et alors que c'est pas, ça peut évidemment, et tant mieux si ça se fait, mais c'est pas l'intention. C'est effectivement de pouvoir parler, de pouvoir évoquer le sujet, de pouvoir mettre sur la table le fait politique, social, sanitaire, médical, et pouvoir en discuter, que ça sorte, comme tu dis, de nos rangs, quitte à trouver peut-être dans d'autres groupes, par exemple, parce que bon, toi, tu en as une réserve aussi, de la même manière que tu as voulu à l'université d'été rassemblantes, rassembler des gilets jaunes, des mutilés, des suspendus, des machins, peut-être trouver aussi dans ces personnes-là, chez ces personnes-là, des personnes qui vont avoir accès à un public, que ce soit aussi des artistes qui font, hein, je pense à Isa Sator aussi, hein, qui fait autrement, Sarah Jenifra, voilà, des chanteuses, qui font différemment. Ça aussi, c'est intéressant, ouais. Bien sûr. Bien sûr, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des parrains ou des marraines qui touchent deux publics. Donc, par exemple, notre groupe fermé, quoi. Toi, dans tes émissions, si tu parles de Macha, il y a de gros risques que tu touches, que 99% des gens qui vont entendre parler de la question sachent déjà, connaissent déjà l'existence des victimes, quoi, hein, et des effets indésirables. Mais par contre, si tu, à un moment ou à un autre, je sais pas, au travail ou autre, tu parles de ta filleule, là, ça aura un autre impact. Tu vois, tu en mangeant, tout ça, oh non, mais je dois partir parce que j'ai rendez-vous avec ma filleule, on va chez le médecin, bon, j'en sais rien. Mais je veux dire, tout est possible, quoi. Et ça a un autre impact. Moi, j'ai déjà parlé plusieurs fois de mon filleul dans d'autres milieux que ceux de nos milieux fermés, là. Et c'est ça l'intérêt. Par exemple, si Isa Sator, je ne sais pas si elle l'a finalisé, si elle le fait déjà, mais elle a peint une toile avec le portrait de sa filleule. Et l'idée, c'est qu'elle insère cette toile dans ses expos, pour que les personnes qui viennent la voir en expo, à un moment, entendent parler de sa filleule. Et voilà, il y a des tas de façons de le faire. Il y a plein de façons de le faire. Ouais. Il y a, comme tu dis, dans la sphère intime, quand j'ai dit à mes filles que j'étais marraine, ouais, bon, mais c'est cool et tout. Et du coup, ça questionne. Hein, je suis marraine maintenant, oui, je vais t'expliquer. Et effectivement, on en parle au travail, on en parle dans nos sphères intimes. Et c'est ça, de transmettre le message, de faire savoir. Parce qu'il y en a qui soupçonnent, il y en a qui, quand même, ont des doutes sur le produit, qui voient bien, des médecins aussi, hein, votre médecin de famille,
J'avais Et dit une oui. fois, là, à mon médecin, j'étais surprise qu'elle vienne d'elle-même me dire, en fait, ouais, je vois qu'il y a beaucoup plus de cancers, de myocardite, tiens, c'est curieux quand même. Et elle a fini par faire le rapprochement, mais on peut Elle peut aussi être marraine, échanger hein. comme ça. Elle peut Et être oui. marraine. Ouais. Ben On non, mais cherche des parrains c'est. et des marraines, je le dis, on en cherche vraiment. On a besoin de parrains et de marraines, de gens qui ont soit accès à un public ou qui voient comment toucher un public en parlant de leur filleule. Vraiment, non, on cherche des gens, quoi. Moi, j'en parle encore avec Thierry, hein, le pauvre, comme il dit, il me supporte, mais dans tous les sens du terme. Je lui disais, parce qu'on est à 45, et il me dit, mais toi, tu vises combien? Je dis, ben moi, j'en vise 500 en fait des parrainages. J'ai pas fini, ça fait que commencer. J'en vise 500. Alors, il y a des gens qui vraiment mettent beaucoup pour trouver des filleuls aussi, parce qu'il faut aussi trouver des filleuls, hein, parce que ça veut dire que les parrains vont parler d'elles ou d'eux. Hein, de donner les noms, etc., publiquement, tout ça. Donc, il faut aussi trouver des victimes qui acceptent qu'on parle d'elles ou qu'on parle d'eux. Et Dominique Bodino, par exemple, m'aide beaucoup pour trouver et des victimes et d'ailleurs des parrains et des marraines aussi. Mathieu Dubois aussi, de la victime, m'aide également. Mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Alors, quelquefois, je sais qu'il y a des filleuls qui attendent, qui aimeraient bien, donc des victimes qui aimeraient bien avoir un parrain ou une marraine, mais j'en ai juste pas. Donc, je peux pas. Voilà, c'est compliqué. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus, bien sûr. C'est vraiment important. Alors, la grande famille, donc c'est le nom de l'action de communication. Ça n'est pas une association, c'est une action de communication. Et d'ailleurs, personne dans aucun parrain, marraine, ni par mois, ni filleul ne paie une cotisation à mon association qui porte ce projet. Je suis la seule à payer une cotisation à mon asso. Dans les parrains et les marraines. Je pense pas dire de bêtises, hein. Comme membre adhérent, j'entends. Hein. Et l'idée, comment je vais dire ça? L'idée, c'est pas de créer une association, c'est vraiment une action de communication. Voilà, dans le cadre d'une asso. C'est un gros travail, comme tu disais, à la fois de trouver parrain, marraine, trouver les filleuls, de connecter aussi, faire se connecter les gens. C'est-à-dire que toi, tu as les contacts, tu donnes les contacts. Enfin, c'est vraiment, vraiment du boulot, je vois, ne serait-ce que pour faire une émission. Puis en plus, tu fais ça aussi, des émissions. Mais c'est vraiment un travail d'intérêt public, je dis souvent, et un travail incroyable. Et je te remercie de faire ça, d'avoir ces idées-là et d'aller jusqu'au bout, Cécile, parce que c'est primordial. Mais tu sais, je t'en ai déjà parlé, hein, mais un jour, j'ai entendu une interview de Jade Allègre. Tu en as déjà parlé, je pense. Elle soigne à l'argile, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle soigne à l'argile, cette femme. Et il y a une personne qui l'interviewe et elle lui dit, mais vous devez vraiment aimer l'humain pour faire ce que vous faites, tout ça. Et elle répond du tac au tac, non, pas du tout. Ça m'a fait beaucoup rire parce que bon, il y a une petite ressemblance entre elle et moi sur ce point. Hein, c'est pas mon espèce préférée sur Terre. Et elle dit, et alors elle montre son point comme ça au niveau de l'estomac, tu vois, qui remonte comme ça. Elle dit, ça me contraint. Ça me contraint. Elle est contrainte par elle-même. Et ben, quand elle a dit ça, j'ai dit, ah, mais voilà, mais c'est ça qui m'arrive, ça me contraint. Et c'est ça, en fait. Donc, quand les gens, quelquefois, me disent merci pour ce que tu fais ou quoi que ce soit, ben, je ne sais pas quoi dire parce que ça me contraint. Je ne peux pas ne Mais pas le parce faire. que tu as ce besoin de justice aussi. Toi, l'injustice, et on avait fait des émissions, on en a fait plusieurs ensemble, Oui. quand on était à plusieurs femmes, notamment engagées, c'était vraiment Oui. ça. On ne supporte pas Ah l'injustice oui, on déjà. l'a bien vu dans cette émission. Hein. Ouais, aussi. Donc c'est ça, et c'est très fort que ce que tu dis, tu reprennes là, effectivement, le terme ça me contraint. C'est-à-dire, je ne sais pas comment faire autrement, je ne peux pas m'empêcher de le faire. C'est déjà ça, et c'est physique même. Ouais. J'ai eu plusieurs amis qui m'ont dit plusieurs fois, mais enfin des amis ou des connaissances ou des copains, je sais pas comment appeler ça, mais qui m'ont dit plusieurs fois, mais tu devrais arrêter Cécile, tu t'épuises pour rien, ça sert à rien, tu te fais du tort, etc. Tu vois, pendant les préparations des doctotons, parce que en termes de boulot, on est encore à un niveau poupou. Et donc tu te fais du tort. Et en fait, je répondais à chaque fois, mais ce qui me fait du tort, c'est de ne rien faire. Si je m'arrête, même après l'UER, là, j'étais très découragée, je me suis arrêtée un temps, mais en fait, je me rends malade en m'arrêtant.
Ça n'est pas ce qui me convient de m'arrêter parce que je vois ce qui se passe. Alors, évidemment, notre action, ton action, la mienne, ou peu importe, mais c'est minuscule par rapport à l'étendue des dégâts. Mais je ne peux pas me dire qu'un jour je mourrai en me disant « Ah zut, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire là ». Ben non, je l'aurais fait, voilà. Et après… Ouais, puis on disait quand on passe un petit peu, enfin quand même si, comme tu dis, c'est des gouttes d'eau, ça fait du bien quand on passe à l'action, quand même Ah oui. aussi. Oui. Voilà, au moins j'ai fait quelque chose, je n'ai pas regardé les choses arriver sans rien faire. Voilà, toi, tu as cette perception fine aussi et ce courage d'ouverture d'esprit et de voir par rapport, parce que bon, ça fait un moment que tu te poses des questions, mais là, 2020, c'était le Covid et tu as ouvert après encore la boîte de Pandore, c'est-à-dire que tu as découvert encore d'autres choses. Tu invites sur d'autres sujets, d'autres émissions que tu fais au quotidien, qui est multi, comment j'allais dire, assez hétéroclite aussi dans les sujets, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un cheminement en fait, hein, et au fil du temps, quand tu découvres quelque chose, bah là, hop, tiens, il te vient une idée, tu as besoin de creuser, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Il y a quelqu'un qui a… Ah oui, il y a deux choses que je voudrais ajouter encore avant l'arrivée de nos amis là, hein, qui vont nous rejoindre. Mais dimanche, donc je suis allée samedi, à la conférence de Jérémy Mercier à Toulouse. C'était vraiment intéressant. Et qu'il est parrain aussi, lui d'ailleurs, de Valérie Djouba, que j'embrasse. Et comment dire, il y a une dame qui me dit à un moment, oui, c'est vrai qu'on doit pas oublier ce qu'il s'est passé en 2020-2021. Et moi, je tique et je lui dis, mais elle l'entend pas. C'est vraiment passé, elle n'a pas entendu ce que je lui dis. Je lui dis, mais il ne s'est pas passé quelque chose en 2020-2021. Il se passe quelque chose depuis. Et en plus, c'est même pas 2020. Hein, on sait bien, pour les Gilets jaunes, ils seront bien placés pour dire que c'était pas 2020. Mais imaginons, on s'arrête à 2020 ou 2018. Ça n'est pas en 2018 ou en 2020. Ça se passe depuis. Et pour toutes les personnes qui sont malades et pour les soignants qui sont encore poursuivis, harcelés aujourd'hui, pourchassés, comme Michel Procureur, par exemple, avec qui j'ai fait une émission hier, et Jean-François, ça ne s'est pas passé en 2020. Hein, c'est parce que quelquefois les gens me disent « Ah oui, le Doc Toton, je me souviens. » Mais je me souviens comme si il y avait eu ça, puis plus rien, et puis « Ah oui, je me souviens. » Mais non, toutes les personnes qui se battent sont le nez dedans depuis. Pas, voilà. Donc ça, c'est une chose déjà que je pense qui est importante à rappeler, c'est que pour toutes les personnes qui sont malades, qui ont perdu un enfant, ou qui ont été suspendus, qui sont encore aujourd'hui dans les problèmes par rapport à ça, et il y en a énormément, ça ne s'est pas passé en 2020-2021, ça se passe depuis. Les gilets jaunes qui ont été mutilés, etc., ça perdure, hein. Ça s'est pas arrêté du jour au lendemain. Donc ça, c'est une chose, je pense, qui est importante et que je voulais absolument dire aujourd'hui. Et alors, la deuxième chose que je voulais dire, qui est quelque chose de vraiment magnifique qui se passe, et d'ailleurs, l'exemple qu'on va avoir ici, les deux personnes qui vont nous rejoindre, je pense qu'elles illustrent très très bien cette situation. C'est quelque chose, je m'attendais pas du tout à ça, mais pas du tout. J'y avais pas du tout pensé, je m'y attendais pas. Et il y a quelque chose qui se retourne en fait. Donc au départ, on a des parrains qui soutiennent les victimes, donc qui en parlent et pour beaucoup qui soutiennent les victimes. Mais ce qu'on a maintenant de plus en plus, ce sont des victimes qui disent « Mais moi, j'aimerais bien être la filleule ou le filleul de telle personne parce que moi, je voudrais soutenir cette personne. » Et hier, on a vu énormément avec Jean-François et Michel, les deux se soutiennent. Donc Jean-François, qui est une victime, soutient Michel, procureur qui est littéralement harcelé par la justice à tous les niveaux, et lui soutient évidemment son filleul, et ça crée un lien incroyable. Il y a un pompier qui est atteint de la maladie de Charcot, qui soutient un pompier qui est en justice parce qu'il a fait défaut pour lui et pour ses enfants, et ils se soutiennent l'un l'autre. Et il y a plusieurs situations comme ça, avec des médecins, avec des pompiers, et ça, c'est merveilleux. Là, vraiment, pour moi, c'est ce qu'il pouvait y avoir de plus beau, ça, je pense. Ouais, c'est la grande famille, effectivement, qui prend tout son sens, et vraiment, mais en plus, on crée des liens très très forts. Hein.
Ah oui. C'est vraiment, comme tu dis, on se soutient, on crée du lien si on peut, en plus, pas que virtuel, et un réel attachement, un engagement aussi. Et puis, on est dans le même bateau, j'allais dire, même combat, hein, comme tu dis. Il est plutôt temps de se rassembler, de faire voir, voilà, on est tous ensemble et c'est en haut, hein, c'est avec en haut qu'on a un problème, c'est pas entre nous, là, à l'horizontale, hein, et surtout en ce moment-là. C'est particulier c'est marrant, enfin marrant entre guillemets ce que tu dis, parce que il y a, à mon avis, 15 ans, j'avais eu un échange comme ça avec des personnes africaines. Et c'était sur un réseau social, je pense que c'était, je suis pas sûre, mais je pense que c'était déjà Facebook. Et à un moment, on commence à discuter entre eux, oui, ce que les gens du Nord font aux gens du Sud, ce que les gens du Sud font aux gens du Nord, enfin, etc. Et à un moment, je dis, mais vous savez, je pense qu'il est urgent qu'on s'arrête de penser comme ça et qu'on réalise qu'en fait, c'est ceux du haut et ceux du bas. C'est ceux du haut qui font du mal à ceux du bas. Il y a 15 ans. Et je me suis fait évidemment prendre une volée de bois vert comme d'habitude. Enfin, ça, j'ai l'habitude, mais sur le coup, je me suis dit, mais pourtant, si, je suis sûre que j'ai raison. Le problème n'est pas au même niveau, à gauche, à droite. C'est pas ça. Il faut qu'on arrête de penser comme ça. Hein. Vraiment, c'est important. Et tu as tout à fait raison. On peut tous se mobiliser pour lutter contre ceux qui nous font réellement du tort, quoi. Au lieu de jouer dans le bac à sable, comme je l'avais dit dans une émission là, que je me suis avec le petit canard. Oui, oh là là, il y a une symbolique. Ouais. Tu te souviens, ça a été un cinéma incroyable parce que j'avais mis un petit canard dans le bac à sable. Ce qui a d'ailleurs très très bien illustré le sujet. Tout à fait, c'était très très bien choisi. Très très bien illustré. Je veux dire, même la réaction de la personne, hein, ça a très bien illustré le sujet, les bagarres dans le bac à sable, alors qu'on est en train de nous massacrer, en fait. Hein. On le voit avec Christine. Voilà. Et je voudrais dire juste, là, c'est mon petit message perso et qui n'engage que moi. Il n'y a pas victime plus qu'une autre victime. Déjà, il y a le prix à payer d'être victime ou d'avoir perdu un proche. Voilà, ils payent déjà assez et nous payons aussi parce que ce sont nos frères humains. Donc voilà, juste ce petit message des personnes, j'espère qu'elles se reconnaîtront. Bon, j'en doute un peu, mais voilà, il n'y a pas plus victime que d'autres. Et si des personnes victimes sont bien aujourd'hui et s'en sortent et ont réussi à mettre en place des protocoles, des traitements, tant mieux. Soyons heureux justement de tout ça. Réjouissons-nous. Bien sûr. Cécile, tu as pu faire le lien ce soir avec évidemment une personne que nous allons recevoir et je te remercie parce que je ne connaissais pas. Alors, Alain Maupas, j'avais déjà reçu en émission, mais je ne connaissais pas Julie. Donc, je ne sais pas si elle est à l'écran et si Eric peut la faire apparaître. Je ne sais pas s'il y a Alain non plus parce que je ne le vois pas. Recoucou Julie, il y a Alain aussi. Bonsoir, mais ils sont là Alain, tous les deux. Bonsoir. Julie Martinez. Oh, il a disparu Alain. Il boude. Alors, Julie, on va reprendre un petit peu parce que bon, je t'ai demandé en off, est-ce que tu veux bien te présenter, parce que tu m'as déjà fait à moi, mais pas à tout le monde, et présenter ce qui t'arrive, expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis, parce que tu es une victime de l'injection, et voilà, expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, et même, quand bien même, c'est bien de le rappeler quand même. Alors, moi, c'est Julie, je suis de Lyon et en fait, j'ai eu ma première dose en Pfizer en juillet 2021, deuxième dose août 2021. Ça s'est super bien passé, du moins super bien passé. Pas de symptômes, pas de fatigue, rien du tout. Et il se trouve qu'en janvier 2022, j'ai eu ma troisième dose Pfizer qui m'a achevée en 48-72 heures. Donc, j'ai déclenché... au tout début, paralysie faciale, odème faciale. Je me suis réveillée en pleine nuit, j'avais ma langue qui sortait de ma bouche, une tête comme ça, toute paralysée du côté droit. Et les semaines qui ont suivi, j'ai déclenché une grosse crise inflammatoire. Donc, ça m'a déclenché un gros urticaire partout sur mon corps. J'avais mon corps qui prenait feu de l'intérieur. Je souffrais terriblement de mes jambes, j'étais fatiguée. Je faisais que dormir, alors que j'étais quelqu'un en grande santé. Jamais je suis tombée malade, j'ai jamais eu aucun souci de santé. J'ai même eu 2 grossesses parfaites des années avant, mais jamais de souci de santé. Et il se trouve que l'année 2022, ça a été catastrophique parce que j'ai déclenché tous ces symptômes.
Donc, j'ai été prise en charge assez vite parce que dans mon malheur, je travaille en pharmacie. Du coup, j'ai ma titulaire qui a pris le cas Très au sérieux. ouais, plutôt au sérieux. Ça a été urgent parce qu'en plus, elle me connaissait d'avant. Donc, elle m'a connue pas malade. Et puis, elle m'a connue du jour au lendemain malade et après très malade. Donc, à cette époque-là, ça a été en avril 2022. Elle m'a envoyée vers un grand allergologue de Lyon. On a super bien échangé. Quand on a fait le tour de tout ce qui m'arrivait, lui, il était sûr que c'était les vaccins qui m'avaient rendu malade. Donc de là, il m'a prescrit un gros bilan sanguin qui s'est avéré très critique. J'avais tout le système immunitaire qui était complètement déréglé. J'avais des dédimères très élevés, problème de globules. Ils m'ont fait aussi la recherche d'anticorps, c'était pas bon du tout. Ils m'ont fait aussi, alors je sais plus le terme biologique, mais c'est une prise de sang en fait qui révèle si on est positif ou négatif à des maladies auto-immunes et autres allergies et tout. Donc rien n'allait. Et de là, cet allergologue, il m'a envoyé dans un service d'allergologie au début qui travaille avec un service d'immunologie à Lyon. Et là, j'ai été pris en charge, mon cas a été pris au sérieux. Donc on a commencé par faire plein de tests allergie parce qu'on n'était pas à l'abri que ce soit une allergie alimentaire ou une allergie médicamenteuse et tout. Tout était normal. Et de là, j'ai été pris en charge en immunologie à Lyon. Et depuis, j'ai un traitement donc, pour essayer de canaliser. Je dis bien essayer parce qu'il y a des phases. Là, j'allais bien depuis quelques mois. Là, depuis fin avril, début mai, j'ai refait des crises. Donc, j'ai un gros traitement avec une pompe sous-cutanée, donc comme une pompe à morphine que je fais à domicile où on injecte des traitements. En fait, c'est des soins de confort à domicile parce qu'avant, mon traitement, c'était que des piqûres. Sauf que j'en pouvais plus de me piquer tout le temps parce que ce traitement, c'était 3 injections tous les 15 jours. Et à côté de ça, entre-temps, ils m'ont découvert une polyarthrite rhumatoïde. Donc, j'ai en plus les injections de la polyarthrite. Donc, c'était trop lourd pour moi. Donc, voilà, donc mise en place de la pompe sous-cutanée. Et là, 4 ans après, parce que ça a fait 4 ans le 10 janvier que je suis tombée malade, je sais pas comment dire ça, ouais, je suis pas guérie, je suis stable, c'est des yo-yo. Et puis depuis quelques temps là, je me sentais très très fatiguée, je faisais beaucoup d'angio-œdème en plus de mes crises urticaires, donc c'est mon système immunitaire qui se bat un peu avec tout, en fait avec cette injection qui m'a entre guillemets pourri la vie. Et du coup, là, ce jour, je suis atteinte d'urticaire chronique spontanée, j'ai une polyarthrite rhumatoïde sévère, donc à moins de 40 ans, c'est quand même assez grave. J'ai une légère aussi spondyarthrite ankylosante, je suis désolée. Et là, depuis lundi, parce que lundi, j'ai été hospitalisée en immunologie à Lyon pour faire le point. Et j'ai officiellement un SAMA. Donc, le SAMA, c'est un syndrome d'activation matosixtaire. Pareil, ça se passe dans le corps, dans le sang. C'est ce qui me crée mes angio-œdèmes. Et c'est ce qui me crée mes crises inflammatoires, ma fatigue chronique, parce que je suis tout le temps fatiguée. Donc, à savoir, c'est que je travaille toujours. Là, je suis dans un arrêt maladie, mais je suis toujours en poste. Et c'est compliqué à vivre au quotidien. Voilà. C'est ça que j'allais te demander avec autre chose. Cécile, n'hésite pas aussi, hein, évidemment. Oui. Est-ce que le lien, le rapport entre la vaccination et tout ce que tu as là, tout ce que tu développes comme maladie a été fait déjà? Deuxièmement, j'allais dire, tu as répondu, mais c'était ma question. Est-ce que tu peux bosser? Est-ce que tu as pu continuer à bosser? Parce que c'est triple peine, là, voire non seulement tu as fait ça parce que tu étais soumise à l'injection puisque pharmacienne, donc pour travailler, tu t'es soumise à ça, tu es tombée malade avec les conséquences que ça a, donc physique, psychologique, sociale, économique aussi. Et en plus, donc tu dois te battre pour faire reconnaître ça. Enfin, c'est dingo. C'est plus qu'une double peine là. Alors moi, pour tout le monde, en fait, ça a été au début, comme tout employé, quand on est souvent en arrêt, on doit être vu en urgence par la médecine du travail. Donc moi, la médecine du travail, parce que, petite parenthèse, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas préparatrice. En fait, moi, je travaille en pharmacie, mais je suis dans les coulisses d'une pharmacie. Je m'occupe de tout ce qui est commande, réception, mise en rayon, mise en avant des produits.
mais je suis au sein d'une officine quand même, donc je suis en contact avec les malades. Et en fait, la médecine du travail, on a voulu. Ils m'en ont parlé. Moi, j'en avais parlé aussi un peu. Je m'étais renseignée avec l'inspection du travail et d'autres associations. Et en fait, pour voir si ça pouvait passer soit en maladie professionnelle, soit en accident de travail. Parce que l'hypothèse de l'accident de travail, elle est encore peut-être, je ne sais pas comment dire ça. Peut-être que dans envisageable. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça parce que j'ai été vaccinée sur mon lieu de travail. Et ça, je l'ai su, en fait, que quand tu es vacciné sur ton lieu de travail, ça peut passer en accident de travail. Donc, c'est compliqué. J'ai été mis en mi-temps thérapeutique. Donc, je travaille uniquement le matin quand je suis en poste. Parce que c'est là où je suis le plus en forme. Parce que l'après-midi, c'est pas du tout possible. J'ai tout le temps mal aux jambes. Je suis tout le temps debout au boulot. Et donc là, on attend parce qu'à Lyon, c'est très compliqué au niveau des médecins du travail. Mais j'attends d'être revue. Mes employeurs aussi attendent que je sois revue au plus vite, en vue peut-être d'une inaptitude totale. Parce que mon poste, il n'est pas aménageable. Je ne peux pas être reclassée dans mon entreprise. Donc, et puis le mi-temps thérapeutique, ça a une durée, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1 an maximum. Bon, éventuellement, ça peut être reconduit sous certaines conditions, mais… C'est ça. Donc, c'est 1 an maximum par pathologie. J'ai su ça par la CPAM. Par pathologie. Et à savoir, c'est qu'au mois de février, j'ai eu rendez-vous avec le médecin expert de la CPAM. Et c'est passé en commission. Et au vu de mes pathologies et au vu de mon état de santé, pour le coup, j'ai un mi-temps thérapeutique sans date. Ça veut dire que là, si je reprends même le boulot dans 3 ou 4 mois, c'est passé en commission. Alors, je ne sais plus le terme exact. Là, je n'ai pas le courrier sur les yeux. Mais en fait, c'est comme une dérogation en vue d'une inaptitude que s'il faut que je reste 2 ou 3 ans en mi-temps thérapeutique, ça a été accordé par le médecin de la CPAM. Mais du coup, ça supposerait qu'ils aient reconnu que c'était suite à l'injection. Alors, la CPAM, quand ils ont vu mon dossier, ça a été la question, mais qu'est-ce qui vous a rendu malade? Moi, j'ai été cash. Je leur ai dit, regardez mon suivi, regardez ce qui m'est arrivé. J'étais en pleine santé. C'est le vaccin. Mais du coup, comme mon dossier de pharmacovigilance est encore en cours, je n'ai pas… c'est pas écrit vraiment noir sur blanc. Le seul truc que j'ai eu, le seul papier que j'ai eu, c'est en immunologie. J'ai rencontré plein d'internes et tout. J'ai une contre-indication vaccinale jusqu'à nouvel ordre. Comme le système immunitaire il est impacté, même un vaccin de grippe, même un vaccin de tétanos, je n'ai plus le droit de me faire de vaccin jusqu'à nouvel ordre en fait. Que le système immunitaire il est carrément fichu et ils veulent pas jouer avec le feu. Ouais, mais juste, excuse-moi Cécile, on va juste faire monter Alain quand même le pauvre. Ah bien sûr, il est là ou pas. Je sais pas. Et je n'ai pas la main. J'ai l'impression qu'il a un problème de connexion, mais… Ah, c'est ça? Ah, pardon, parce que je ne vois absolument pas le studio. Pardon, c'était pas pour vous couper, c'était juste pour pas le laisser de côté. Cécile, je t'en prie, tu avais une question. Oui, je me demandais l'allergologue qui a reconnu que le lien était effectif entre l'injection expérimentale et ta réaction. Lui, il a mis ça par écrit ou pas? Non, c'est resté oral. Par écrit. Ah oui, ils prennent pas de risque. En plus, c'était un ancien parce que je l'ai vu fin mars, début avril 2022 et il est parti à la retraite le 1er juillet 2022. Mais par contre, lui, quand il m'a vu, et on s'est vu même 2-3 fois, même quand j'ai été pris en charge en immunologie, j'étais retournée dans son cabinet pour le remercier d'avoir bougé ciel et terre pour que je sois prise très vite. Et lui, il faisait partie des vieux médecins parce qu'il était très âgé. Il est parti à la retraite, je crois que je me rappelle plus là, quel âge il avait, mais il était quand même très âgé. Et lui, il a clairement dit, mais c'est vraiment, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment de la merde ce qu'il nous injecte. Il nous oblige à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et du coup, lui, après, j'ai plus ou moins su, il avait complètement quitté la région lyonnaise. Il est au fin fond de la Bretagne, je ne sais pas où, mais il est parti s'exiler, quoi. Oui. Ouais, mais ça… c'est dur, on a été confrontés aussi à ça. Parce que d'un côté, il y a les médecins qui le disent comme ça en off, et on aimerait beaucoup qu'ils le disent réellement et qu'ils prennent la parole, ou en tout cas qu'ils attestent de ce qu'ils voient et qu'ils mettent par écrit. Et on espère que les prochaines
guignoleries qui vont nous sortir, genre antivirus, Ebola ou compagnie, que des médecins là vont se lever. Alors il y en a, hein, bien sûr, et on voit ce que ça a fait. Et c'est pour ça aussi, c'est pour dissuader les autres, hein, notamment Cécile, tu parlais de Michel Procureur, tous les ennuis qu'il a, il y en a plein d'autres. Mais c'est dommage parce qu'en plus là, tu parles, Julie, d'une personne, d'un docteur qui est à la retraite, enfin qui était déjà très âgé. Donc il aurait pu, en fait, il n'y a pas trop de risques. Quelqu'un comme Éric Loridan, il y en a plein, Michel Procureur, ils n'ont pas fini leur carrière non plus et ils prenaient tous les risques et ils l'ont fait pour autant. Donc voilà, on espère quand même que ça va en éveiller certains et plutôt que de dire ouais, non, mais je me rends compte, moi, mon médecin, comme je disais, mon médecin traitant, pareil, hein, ouais, non, mais je me rends compte qu'il y a plus de cancer, plus de ci, plus de là, ouais, mais en fait, tu fais quoi? Tu peux le dire officiellement ou qu'on arrête les frais ou... Je pense qu'il faut à un moment donné se prendre ses responsabilités, quoi. Oui, je trouve aussi. Si je me permettre, moi, mon médecin traitant, pareil, elle me connaît depuis l'âge de 12 ans, donc j'en arrive que j'ai bientôt 40 ans, donc elle sait ce qui m'est arrivé et non, elle pourrait pas parler. Elle me soutient parce qu'elle me voit quand je suis en crise, quand je suis incapable d'aller travailler. Elle sait que c'est pas de la comédie, qu'il faut vraiment me mettre en arrêt de travail et tout. Elle me soutient vraiment, vraiment. Je l'ai encore vue la semaine dernière et parce que j'étais censée reprendre le boulot le 2 juin, donc hier. Et quand elle m'a vu qu'elle a vu encore mes bilans prise de sang qui sont pas terribles et elle savait qu'il y avait ce fameux rendez-vous lundi en immuno, elle m'a dit non mais je ne veux pas que tu retournes au boulot, ça va être encore plus dangereux pour ta santé. Et du coup, voilà. Mais je sais que non, elle aurait du mal. On a déjà évoqué plusieurs fois le sujet vaccin. Et comme elle m'avait dit, là, il y a 6 mois en arrière, moins je vaccine, mieux je me porte. Mais déjà, tout ce qui est Covid, même grippe et tout, elle dit que c'est trop de l'acharnement. Elle fait partie des médecins qui disent c'est trop, en fait. Mais elle pourrait pas parler publiquement. Oui, c'est ça. Il faut une dose de courage pour parler. Comme tu le disais, les médecins qui ont parlé et qui parlent encore aujourd'hui, il faut être courageux. Vraiment, c'est incroyable. Courageux, ancré, Éric Loridan, quand même, chirurgien. Je prends son exemple parce que, évidemment, je le connais, mais j'en connais d'autres. Chirurgien, donc un gros salaire, une grande famille en plus. Éric, il est papa 6 fois, je crois, si je dis pas de bêtises, plus il a des petits-enfants. Enfin voilà, donc là, tu prends des risques quand même de fou, mais pour autant, il y va quand même. Et je pense qu'il va falloir se poser la question là-dessus, d'autant qu'on voit là ce qu'ils ont mis en place encore. On le savait déjà pour les injections. Vous l'avez vu certainement passer, évidemment, ce fameux tableau où si on incite les patients à se faire injecter grippe, machin, on gagne, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était ça, entre 5 et 15 balles de plus par patient. Donc, on le sait très bien. Pendant le Covid, on a vu, pardonnez-moi l'expression, non, je ne vais pas la dire quand même, mais bon, ils ont gagné beaucoup d'argent, même des infirmières, des pharmaciennes aussi qui étaient aptes, en tout cas, qui pouvaient injecter. Donc, voilà, il y a quand même aussi cette réalité, je dirais, à prendre conscience de ça et à un moment donné, il faut peut-être réfléchir autrement dans cette société. Oui. C'est quelque chose que je dis souvent quand je vois pas loin de où j'habitais avant, il y a une pharmacie, c'était tout petit. Et puis, ils ont construit un truc énorme. Et je dis, mais tout le monde ne s'est pas appauvri pendant le coco, c'est clair, ni depuis. Mais c'est vrai que, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Lise. Je pense aussi que tous les médecins qui voient les dégâts qui sont causés par ces injections devraient s'exprimer. Parce que moins ils s'expriment, plus ceux qui s'expriment se mettent en danger. Donc, c'est aussi une manière de soutenir leurs collègues. Ils en prennent conscience, ils le savent très bien, les cardiologues, les cancérologues, les oncologues voient très bien ce qui se passe. Les rhumatos, les neurologues, tous ces gens voient très bien ce qui se passe. Dermatos aussi, les ORL, il y a tellement de médecins, tellement de spécialités qui sont impactées par les effets indésirables de ces produits, que c'est impossible qu'ils ne le voient pas. Donc, ils le voient et ils devraient le dire. Et si tout le monde le disait, ça changerait la donne. Mais c'est vrai que là, c'est au goutte à goutte et du coup, chaque médecin qui parle se met en danger. Se met en danger et
potentiellement, voilà, ceux qui ne parlent pas, en tout cas, pour moi, ça devient de la complicité et mise en danger de la vie d'autrui encore. Finalement, on cautionne ça. Et tu vois, Cécile, quand tu parles de tous ces professionnels, visiblement, Alain n'arrive pas à se connecter, mais on va parler quand même de lui. C'est dommage. Pardon. Quand tu parlais, Cécile, de tous ces professionnels de santé qui voient forcément des patients, juste une petite, mais pas tant petite anecdote que ça. Quand j'ai été opérée là, au mois d'avril, j'ai été transportée pour aller à l'hôpital et le retour par des VSL. Et les VSL me le disent. C'est incroyable le nombre de cancers, de patients de plus en plus jeunes. Alors, évidemment, tu me connais, je rebondis là-dessus, mais même eux se posent la question. Et est-ce qu'on en entend parler par eux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose dire quoi que ce soit? Et pourtant, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est leur business. Et pourtant, là, on ne met plus en danger la vie d'autrui, là, en se taisant. Je sais pas. Moi, ça bug, en fait. Et ça m'énerve aussi. Parce que ça veut dire que, encore une fois, quand tu fais ça, non seulement tu fais le jeu, en plus, comme tu dis, Cécile, à juste titre, tu mets en danger les autres qui se lèvent. Et en plus, encore une fois, tu mets en danger la vie d'autrui. Alors que, premièrement, ne pas nuire, primum non nocere, et dans... Enfin, bon, voilà. Cécile, est-ce que tu avais une question juste avant que je pose la mienne c'est une question très concrète, mais que je pourrais poser en off. Je veux dire, mais il y a deux choses que je voulais dire à Julie. Donc, en off, en donnant le nom du médecin, de l'allergologue qui avait reconnu le lien de causalité, ce serait intéressant peut-être qu'on le retrouve pour qu'il puisse mettre quelque chose par écrit, mais en off, pas de manière publique. Je veux dire, on connaît tellement de médecins tous. C'est pas impossible par le bouche à oreille qu'on le retrouve pour que peut-être il écrive ce qu'il t'a dit, tu vois. Je pense que ce serait important d'essayer en tout cas. Et alors juste par curiosité, bon c'est peut-être un peu malsain, j'en sais rien, mais combien de temps elle a duré cette paralysie du visage? Ça m'a pris un dimanche soir et ça a disparu mardi ou mercredi, ça a duré 48 heures. J'imagine la panique, mais en sachant qu'il y a SOS médecin parce que moi, mon homme, il est à la maison et on a appelé SOS médecin. SOS médecin est venu et rien de particulier. Reposez-vous. Oui, c'est ça. Reposez-vous, c'est les symptômes du vaccin. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est les symptômes du vaccin de faire des paralysies faciales. Mais en gros, c'est normal vu que vous avez de la fièvre, que vous êtes fatigué. Je lui dis, mais oui, mais j'ai eu l'injection jeudi. Là, on est quand même dimanche soir. C'était même dans la nuit de dimanche à lundi, parce qu'ils sont venus, je crois, à 4-5 heures du matin à la maison. Et là, il m'a dit, à part vous prescrire un arrêt de travail et vous reposer du Doliprane, il n'y a que ça à faire. C'est incroyable d'entendre les mêmes délires. Reposez-vous et prenez du Doliprane si ça va partir. C'est ça. C'est hallucinant. Reposez-vous et bousillez-vous le froid au passage. Avec le Doliprane. Avec le Doliprane. Oui, c'est très mauvais. C'est hallucinant, c'est stupéfiant. Oui, je voulais juste, si vous permettez, parce que Alain Maupas, qu'on ait un petit mot, Cécile, peut-être que tu voudrais parler de lui, Alain Maupas, le papa de Mélanie Maupas, et puis parler de la grande famille pour faire le lien aussi avec Julie et pourquoi Bien sûr. Tu m'avais présenté ce beau duo. Ah oui, c'est un duo très très émouvant et pour Julie aussi d'ailleurs. Elle a déjà pleuré une fois ou deux en parlant d'ailleurs, je sais. Mais donc Alain Maupas, c'est le papa de Mélanie Maupas qui est décédé en février ici de cette année et donc qui avait la maladie de Charcot. En tout cas, ça a été diagnostiqué avec ce nom-là. Tout ce qu'on a vu correspond à cette maladie-là. Et donc lié à l'injection expérimentale, bien sûr. C'était une jeune femme de 36 ans, en pleine forme. Alors là, quand on dit en pleine forme en parlant de Mélanie, c'est pas des paroles en l'air, quoi. C'est vraiment, c'était une jeune femme pleine de vie, drôle, une énergie incroyable. Même ses obsèques d'ailleurs ont été hallucinantes, quoi. C'est vraiment une femme d'une force incroyable. Et donc, Alain a promis qu'il ne lâcherait pas, et qu'il s'appuierait malheureusement sur ce qui est arrivé à Mélanie pour défendre cette cause des victimes des injections. Et donc, je crois qu'Alain ne lâchera jamais.
Et ça faisait un petit moment, avant que Julie devienne la filleule d'Alain et inversement, ça faisait un petit moment qu'avec Julie, on cherchait qui pourrait être son parrain ou sa marraine, mais vraiment, on cherchait, on a essayé plusieurs choses, on a proposé des noms, l'une et l'autre, et puis il n'y avait rien qui allait, et tout à coup, ça a été comme une évidence pour Julie, je pense. Ça allait être Alain. C'est juste, hein. Ça a été comme une évidence pour toi. Dis-moi si je me... En fait, moi, je l'ai vécu comme ça. En fait, ça a été ça. En fait, moi, Alain, ça fait 2 ans que je fais partie de la victime. Mais Alain, je l'ai rencontré pour la première fois en février, l'année dernière. Donc en février 2025, quand on a fait la soirée de la victime avec le RIF, le Grand Loto, le repas et tout. Et en fait, Alain, moi, je le connaissais par les réseaux par rapport à Mélanie, mais je ne le reconnaissais pas personnellement. Et quand on s'est rencontrés, je me rappelle, on était sur le côté de la salle. Et en fait, on est tombés face à face. Et quand je l'ai vu, ça a été comme un coup de cœur. Tout de suite, je l'ai appelé Papounet d'amour. On est beaucoup à l'appeler comme ça parce qu'en fait, c'est notre papa dans l'association. Dans l'association, il y a Alain et il y a Dominique Bodino, mais c'est nos papas, en fait. Dans nos malheurs, ils font tellement beaucoup pour nous. Et en fait, avec Alain, on a tout de suite créé un lien. Et puis, après, on a fait pas mal de choses parce que 1 mois après, je les ai rejoints à Vichy quand on est parti à la rencontre de l'ancien ministre de la Santé, Yannick Noder. Et en fait, on était dans la cause, on était tous les deux un peu comme des lions dans une cage de ce qu'on entendait et tout et tout. Et au fil des mois, à chaque fois qu'on se voyait, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et ce qui s'est passé, ça a été en novembre. Et j'étais avec Dominique de Bodino, j'étais avec Mathieu. Et ça faisait quelques jours que je disais à Dominique, j'aimerais bien qu'Alain devienne mon parrain. Mais en fait, on savait ce qui allait arriver à Mélanie, parce qu'on savait ce qui allait arriver. Et même Dominique, il me disait, non, c'est pas le moment. On va sûrement attendre. C'était même sûr que ça allait se faire courant 2026. On a dit, on attendra que Mélanie soit dans le ciel, qu'elle soit notre plus belle étoile, pour lui faire la demande. Et en fait, on s'est retrouvés le 27 novembre pour l'AG de l'association. Et là, jamais j'oublierai, on a retrouvé notre Alain qui était vraiment pas bien, qui était à bout de tout ce qui arrivait, en fait. Pourtant, il lâche jamais rien. Ah oui, il est d'une force incroyable. Incroyable. Et là, en fait, on commençait à installer pour l'AG et Dominique, il me dit, c'est le moment. Et moi, je lui dis, c'est le moment de quoi? Il me dit, c'est le moment de l'annoncer. Et en fait, c'était un peu, c'était pas c'était vraiment moi en tant que filleule, on voulait l'annoncer, on voulait lui demander, parce que lui, il n'en savait rien. On lui en avait jamais parlé, il n'en savait rien du tout. Et en fait, ça s'est fait que Dominique et Mathieu, ils ont pris Alain et j'étais devant et ça a été comme une évidence. Ils lui ont dit, on a un truc à t'annoncer, quelque chose à t'annoncer. Est-ce que tu veux devenir le parrain de la grande famille par Cécile de Julie? Et de là, ça a été une évidence. Il a dit oui tout de suite. Hein. Il a dit oui. Il m'a remercié alors que j'attendais pas de remerciement, mais en fait c'était un soutien, je pense, c'était un besoin qu'on avait tous les deux et ça s'est fait au bon moment, quoi. Et après, vu qu'on avait déjà ce lien qui était fort, comme tout parrain avec son filleul, c'est peut-être tout bête, mais ça m'avait beaucoup touchée. Pour Noël, j'ai eu le droit à mon petit cadeau de Noël. C'est pas chose, mais c'est le genre de choses qui se dit ah ouais, ok. Ah, attendez, j'ai Alain qui m'envoie un message. Ah il me dit, je suis désolée, j'essaie de me reconnecter, mon téléphone coupe. Oh, c'est dommage. Dommage. C'est très émouvant. Ouais. On fera une émission une autre émission, ne vous inquiétez pas. Alain, tu viendras t'expliquer là-dessus. Oui, puis j'avais reçu, je me rappelle, Alain, il y avait évidemment Mélanie aussi, avec Mathieu Dubois. Et j'ai eu Dominique Bodino au téléphone hier ou avant-hier aussi. Et je salue tout ce... Ouais, je trouve pas d'autres mots, désolée ma Cécile, mais cette humanité en fait. Et c'est tellement beau, tellement... Ça rend de la force et c'est vraiment porteur, c'est génial. Et c'est fantastique. C'est comme Cécile, comme j'ai entendu tout à l'heure, il n'y a pas ce lien de sang, mais il y a un lien de cœur. Et quand on dit qu'on est une famille, oh là là, mais ça Pardon, coupe. Ça coupe, hein?
Ah oui. Oh là là, je suis hyper émue. Pardon. Ah mais oui, mais je le vois, mais c'est aussi ça l'humanité, Lise. Ouais, c'est ça. Ben oui, Ouais. c'est l'émotion, Bah, il faut laisser sortir, hein. Respire une bonne fois, prends le temps de respirer Vous quand même, m'entendez? respire Ah, bien. il y a Julie qui Oui, on revient. t'entend. Je m'efface Je 2 vous secondes. entends Hein. Prends le plus. temps de Je vais respirer, prendre un Lise. mouchoir. Vas-y. Alors elle voulait ajouter quelque chose, Julie, mais je ne sais pas quoi exactement et voilà. Ah, ton micro est coupé, Lise. Ton micro est coupé. Attends, s'il n'y a plus Julie, je reviens. Je prendrai un mouchoir après, c'est pas grave. Mmh. Ouais, Mais c'est ouais. émouvant, hein, c'est très émouvant et c'est vrai que ça a été une grosse, grosse émotion, notamment à Vierzon, parce qu'il y a eu, ah, ton micro est coupé. Ah voilà. Oui, je suis Vas-y désolée, Julie, c'est vas-y. Alain, Alain, il m'appelle en même temps. Je suis Ah vraiment ouais. désolée. Mmh. C'est pas grave, t'inquiète pas, tout Et va du bien. coup, on disait à Vierzon, oui, à Vierzon, il y a eu une grosse émotion parce que Ouh. déjà, bon, bah, il y a Alain qui annonçait que Mélanie, c'était la fin, que c'était vraiment Ouais. la fin. Donc, je me rappelle de Cécile, l'émotion. Puis, il y a eu la Ouf. rencontre. En fait, on s'est tous retrouvés. Il y a eu des nouvelles rencontres et tout. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu le témoignage des grandes familles, puisque moi, j'avais témoigné juste avant Mmh. pour témoigner de ce qui m'arrivait. Et après, Mmh. bah, Alain, il a eu des mots très, très forts envers moi. Ça m'a Oui. touchée. Ça On a encore tous plus pleuré en fait là. Oh là Ouais. là, c'était dur, hein. Ah Mm. oui. On était tous dans l'état de Lise maintenant, mais sauf que nous on l'a déjà vécu. Alors du coup, on pleure plus, mais Lise, c'est la première fois Euh, qu'elle le vit. je pleure Tu un peu pleures quand quand même? Et ouais, je sais, c'est très émouvant. Il y a vraiment des liens là qui se créent et c'est très, 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 très émouvant, oui, en effet. Non, mais je pense à Macha aussi, évidemment, et Et tout oui. ce qu'on peut échanger, partager toutes les deux depuis. C'est fort, hein. Et c'est beau. Et je te remercie, Cécile, d'avoir Ouais, c'est beau. Bah, la preuve, permis moi, ça et de permettre ça. Mm. Et il faut qu'on le développe absolument et qu'on en parle Oui. encore. Je suis désolée, j'avais pas prévu ça. Hein. Bon, c'est Non, bah, comme c'est tu la dis, vie. l'humanité. Ben oui, c'est la Et vie, puis c'est normal. Cécile, elle peut le témoigner. Au mois d'avril, c'était l'anniversaire de Alain. Ah oui. J'ai remué ciel et terre pour que tout le monde soit là à sa façon, en fait, de près, de loin. Et puis, on a fait son anniversaire avec Mathieu, avec Géraldine de l'association, des amis à Mathieu, des amis à Alain qui ont son moulin, quoi. Et Mmh. c'était très, très fort, parce que c'était vraiment quelque chose... Même moi, je l'ai fait vraiment de bon cœur. Et là, vous prévoyez encore quelque chose? Et là, Si on a encore 1 minute ou 2. Ah si, mais j'ai vraiment envie que tu le racontes ça, parce que c'est trop mignon. et Oui, là, on Non, prend les minutes. Dominique, il pleure aussi, mais Ouais, non, aussi, Dominique, ouais. non, non, là, tout le monde non, pleure. non, 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 non. Et là, Allez, on ce tire. qui se passe, c'est que demain matin, je prends le train et je vais à Moulins et mon parrain Alain vient me chercher à la gare. Et on va manger ensemble. Et l'après-midi, on a prévu de faire quelque chose ensemble. Je ne peux pas en dire ouvertement parce que ça reste comme une Bien petite sûr. surprise. Donc voilà. Trop génial. Donc demain, je passe la journée avec mon parrain. Et puis, on va être amené à se voir parce que du coup, je pars à Moulins de demain jusqu'à lundi. Samedi, on a la réunion d'information à victimes, donc on va être encore ensemble. Avec Julia, Valérie, une bonne partie du bureau de la victime d'ailleurs. Mmh. Mathieu il m'a dit ça au téléphone. Donc la famille va se retrouver parce que, comme on dit, il y en a qui ne comprennent pas quand on dit qu'on est des frères et sœurs de combat. Mais oui, mais bien moi, je sûr. vois avec Julia, avec Macha, avec Malo, qui est la trésorière de l'asso, quand il y avait Mélanie. Et Mélanie, c'était notre force. Et c'est ce qu'on a dit. Quand elle est partie au mois de février, on était tout autour d'elle, tous et toutes autour d'elle. Et on lui a promis qu'elle n'était plus là physiquement, mais qu'elle allait être en nous et que même si nous, on ne va pas bien, même si nous, on a nos pathologies, on lâchera ni Alain, et elle, son combat, on ne le lâchera pas. Mélanie, elle est pour toujours en nous, en fait. C'est comme ça. Et son parrain, il a été extraordinaire, Stéphane Cuvelier. Oh là là. Je ne sais plus qui m'a dit il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il pourrait être le parrain de quelqu'un d'autre? J'ai dit, mais il est toujours le parrain de Mélanie. Et je crois pas qu'il pourrait être le parrain non, de je crois pas comme non il plus. a Vierzon, il l'aime tellement, mais du plus profond de son cœur. Mais oui. On a un parrain quand il y a de ce genre de choses comme ça nous arrive. Je pense que non, il pourrait pas. Non, moi je pense pas non plus. Même, on peut essayer, mais je ne le crois pas et ça n'aurait pas de sens. Pour moi, ça n'aurait pas de sens parce que, regarde, moi je suis la marraine d'une personne qui est décédée.
Ouais. Et du coup, Stéphane aussi. Et il le savait quand il a accepté d'être le parrain de Mélanie. Je lui ai dit, j'ai dit, attention, Stéphane, tu vas perdre ta filleule. Sache-le. Je lui ai dit et il a accepté quand même. Il est aussi d'une grande force, hein, Stéphane. Et il lui a amené des sacrés moments de joie oui. jusqu'à la dernière minute et Oui, très oui. émouvant quand ils sont allés à la mer ensemble, passer une semaine. Oui. Pardon, Mm. c'est incontrôlable. Mm. Je voulais aussi, Cécile, grâce à ça, souligner le fait que, évidemment, vous avez pu vous mettre en lien et faire des réseaux et d'entraide comme ça. Et Cécile permet aussi on en avait parlé avec Macha, de faire se rencontrer des médecins dits alternatifs qui vont proposer d'autres, enfin, en tout cas, essayer de proposer des solutions. Il y a aussi quelque chose de très important, Julie, ce que j'ai vu, je te disais en off juste avant de démarrer, c'est que vous vous retrouvez grâce aussi, et on en avait parlé avec Cécile, parce que c'est grâce aux affiches faites. Par Dominique. Ouais, par Dominique, et qui était présenté, notamment à chaque fois, c'est affiché dans tes événements, etc., que vous êtes retrouvés aussi entre victimes par les numéros de lot des injections. Et je pense que ça, c'est important que tu nous en parles un peu, Julie, si tu veux bien. Ouais. C'est important. Oui, En fait, Lise, pardonnez-moi un instant. Alain essaye de se connecter, mais sa caméra et son micro ne sont pas connectés. Et donc, tant que sa caméra et son micro ne sont pas connectés, je ne peux pas le faire apparaître à l'écran. Ok, et même que micro? Que le son? Oui, pardon. Mais non, il n'a ni son. Voilà, là, okay. Il apparaît. Je vais essayer de le faire apparaître. Et il disparaît. Ah, zut. Bon, ok. Et il n'y a pas un autre pareil. C'est dommage. On refera une émission. Alain, t'inquiète pas. Merci Alain, en tout cas, il a vraiment essayé d'avoir essayé. Ouais. Merci beaucoup. Julie, pardon, oui, tu parlais des numéros de l'eau. Il est là. Coucou Alain. Voilà. Est-ce que ça a marché ce coup-ci? Est-ce que ça fonctionne? On va le laisser parler. Il n'a pas de son. Non, il n'y en a que l'image, il n'a pas de son. Alain. Bon, allez, on aime bien te voir quand même si on ne t'entend pas. Mais on préfère t'entendre. Hein. C'est au moins ça. On a déjà l'image d'Alain. C'est énervant. Hein. Ouais. Tu es trop complotiste, Alain. C'est pour ça. Ah oui. C'est ça, on veut te faire taire. Oh, mais quelle horreur. Tu te rappelles la dernière fois au téléphone, Cécile? Un mot. Hein. Ça a coupé net. On parle encore. Ouais. Pardon. Donc, on s'égare. Julie, tu nous disais, sur les numéros de l'eau, des injections, vous arrivez aussi à vous retrouver et à vous connecter. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est une grande force. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est avec Aurore, on avait déjà des contacts, mais que par les réseaux sociaux. On ne s'était jamais rencontrés ni rien. Et en fait, en septembre l'année dernière, quand on a la chair à tout cœur ils nous ont contactés pour préparer un témoignage pour Vierzon. Avec Aurore, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes numéros de lot. Et ce qui est arrivé... c'est grave quand même. En fait, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient présentes à Vierzon et quand elles voyaient nos affiches, elles nous disaient « Oh, mais j'ai le même numéro de lot. Oh, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi. » Et là, ce qui se passe, c'est qu'avec les réseaux sociaux, quand Dominique il crée une nouvelle affiche ou d'une nouvelle victime ou qui remet à jour une affiche, on se rend compte qu'il y a des numéros de lot qui sont beaucoup impactés. Et en l'occurrence, moi, bizarrement ou pas, peut-être c'est lié, ça je ne saurais pas, peut-être jamais, je ne sais pas. C'est que moi, c'est ma deuxième dose. Et ma deuxième dose, à l'heure actuelle, le numéro de lot, je crois là de tête qu'on est 14 ou 15 à avoir fini en commun. Ouais, je crois que ça atteint, parce qu'au début, c'était 6, 7, 8, 9. Et là, je crois qu'on est à peu près, je crois qu'on est 14. Et certains, on a les mêmes pathologies, certains, c'est différent, mais on se retrouve qu'en fait, il y a des mêmes numéros. Et en fait, c'est des numéros de lot. J'étais entre fin juillet et mi-août 2021. Et on a remarqué qu'on était tous, par contre, éclatés en France. Ah oui. C'est pas ce même numéro de lot, c'est pas on est tous de la région lyonnaise ou comme Aurore qui habite pas très loin de Strasbourg, c'est qu'on est vraiment éclatés en France. Il y en a à Nantes, il y en a dans le sud, il y en a, il y a moi à Lyon, on est vraiment de partout. Et ça, c'est alarmant. Ouais, mais c'est en fait,
je suis désolée si j'emploie pas les bons mots, mais je vais pas employer les bons mots, mais en tout cas, il faut faire quelque chose de ça. Et ça, c'est primordial. Bah, tiens, il y a Aurore qui nous dit, 14 victimes, tout à fait, lot FE 8244. Ah, c'est bien de dire le numéro du lot, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent se reconnaître aussi. Hein. Tout à fait. Il faut absolument, et là, il y a quelque chose, vous tenez quelque chose pour en tout cas, parce que ce qui est gênant, et on le voit encore aussi avec ton histoire, Julie, c'est que l'imputabilité au vaccin, à l'injection, n'est pas faite souvent. Et là, si vous avez tous les mêmes numéros de lot avec en plus les injections qui correspondent en termes de entre juillet et septembre par exemple, là vous pouvez pas dire en fait que c'est moi qui me fais des idées ou des films et que j'ai un problème de santé qui est fantôme. Factuellement, on est plusieurs en fait. Donc ça c'est très intéressant là. Oui. Tu as bien fait de rappeler comment ça s'était fait, le fait que tu sois la filleule d'Alain, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec Dominique Bodino, avec Mathieu aussi. C'était surtout Dominique et Mathieu qui parlaient, puis Dominique et moi, et puis avec toi. Et pendant tout un temps, on ne savait pas si c'était une bonne idée ou pas une bonne idée de le dire. C'est vrai que ça m'avait échappé, mais c'est vrai qu'il y a eu tout ce temps-là où on ne savait pas. Et tout à coup, ça a été comme une évidence. Il fallait que ça lui soit dit. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien à toi et aussi à Alain d'ailleurs, parce que du coup, il a tout de suite rebondi sur un objectif, quoi, te soutenir et juste après le décès, peut-être même déjà avant le décès de Mélanie. Je pense que ça l'a aidé aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, on a nos petits secrets, du moins nos petits secrets. C'est pas des secrets, mais je vois la seule chose que je peux dire, c'est que quelques jours avant que Mélanie elle parte, on s'appelait beaucoup. Alain, il m'appelait, mais on restait franchement des heures au téléphone. Je me rappelle, il y a eu un après-midi, il était parti marcher, moi j'étais chez moi, je faisais rien. On a eu tous les deux le besoin de parler, mais on était restés plus d'une heure et demie au téléphone. Et ça, c'était régulier, mais en fait, c'était un soutien. Bien sûr. Et je pense qu'en tant que papa, après, j'aurais pas la prétention de dire que il m'a prise comme sa fille, pas du tout en fait. Je pense que non, bien sûr. son cœur, il avait besoin de se rattacher à quelque chose. Sûr. Et moi, je lui ai promis que j'allais être là pour lui. Et j'essaye de faire au mieux pour être là pour lui, comme lui est très là pour moi aussi. Mais oui. Et puis après, j'ai des liens par rapport à nos familles. Quand j'ai rencontré ma fille, c'est quand au mois d'avril, je suis montée à Moulins parce que c'était les vacances scolaires. J'ai dit à ma fille, allez, viens, on va à Moulins. On a passé du temps avec Alain, avec Mathieu. En plus, ma fille, elle fait du rugby. Donc, Alain est très, très attaché au rugby. Donc, les liens, c'est ce qu'on disait. On n'est pas du tout du même. C'est pas des liens de sang. Mais en fait, on arrive à se créer des liens de cœur. Et que même, il y a des fois, dans certaines familles, il n'y a pas forcément ce lien vraiment, en fait. Et qu'il y a encore 2 ans, on était des étrangers, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est fort, en fait. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi à Vierzon. Comme quand je t'ai rencontré, Cécile, c'était la première fois que je te voyais en vrai. Et pour moi, c'était, je sais pas, c'était comme une évidence, comme si je t'avais toujours connue, en fait. Tu vois, c'est des liens qui sont comme ça, en fait. C'est comme quand, au mois de septembre la dernière, j'ai rencontré le procureur. Je ne le connaissais pas. Et ouais, on se crée des liens en fait, dans nos malheurs. En fait, c'est ce que je dis des fois. On nous a des fois reproché, je ne sais pas si là il y a Julia, Macha ou d'autres de l'assaut. J'ai vu Macha passer, il y a Aurore, il y avait Julia. On nous a reproché quand même, il y a eu des moments. Oui, vous rigolez, oui, vous n'avez pas la malade et tout. Oui, mais on vit avec nos pathologies, mais en fait, quand on est ensemble, on est une force. On est fatigué parce qu'il ne faut pas croire, hein, passer 2 jours avec nous, c'est pas drôle du tout. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui est fatigué, qui ne tient plus sur ses jambes, qui a le besoin de dormir, qui a le besoin de calme, parce qu'on est rattrapé par nos pathologies. Mais après, oui, quand on fait des vidéos, quand on fait des photos, je vois l'été dernier, on s'est tous rejoints pour le 14 juillet à Moulins, on est allé voir Mélanie. En fait, on a profité de notre été comme une bande de copains. Et oui, on peut nous faire des reproches, mais on a ce lien qui est fort. Vraiment. Il faudrait faire quoi? Pardon, Cécile. Non, mais c'est rien. Oui. J'allais dire, quand vous êtes ensemble, ça se sent, c'est incroyable.
C'est incroyable la force que vous avez quand vous êtes ensemble. Mhm. C'est vraiment, ça se sent énormément. Et allez, j'allais dire, même moi, je vous connais. Je connais chacun ou chacune d'entre Mhm. vous, enfin pas tous les membres évidemment de la victime ou de VIAC19, mais je vous connais, mais je sens que vous formez une famille, tu vois, et Ouais. que ça vous donne une force entre vous. Et ça, Mhm. c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et je suis pas étonnée de ce que tu dis, que ça vous porte en fait. Ouais, ça nous Ah oui, oui, oui. porte. Bien sûr. Ouais, C'est ça. une belle leçon d'humanité. Et là, encore une fois, aussi, effectivement, il y a l'importance et on l'a vu à l'UER, Cécile aussi, quand ils s'étaient retrouvés, Julia, Mathieu, Macha, enfin, effectivement, j'en oublie, pardon, mais c'était très, très fort de les voir ensemble. Et il y a aussi cette ouverture sur d'autres groupes, cette ouverture à justement développer la grande famille et aussi nous de faire l'effort, nous, les autres, je veux dire, qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas victimes, à faire l'effort d'aller aussi se questionner, d'aller vers vous et de prendre des renseignements et de faire parler de tout ce qui se passe parce que c'est pas fini. Et voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas guéri, vous subissez toujours et on découvrira certainement encore d'autres pathologies. Montagnier le disait. Peu Montagnier que nous ne sommes pas encore, nous ne savons pas ce que ça va produire bon là on est quand même à 5 ans après des injections, mais voilà, on ne sait pas encore sur les années à venir ce que ça produira, notamment sur les cycles menstruels et sur les générations à venir. Donc moi, il faut continuer absolument. Sur les générations à venir, parce que j'en suis pas fière, mais moi pour mon cas perso, mon fils faisait du basket en région lyonnaise. Et quand il y a eu la vaccination obligatoire, c'était tu veux continuer le basket? Oui, t'es sûr? Oui. Eh ben, on va être obligé de te faire vacciner. Et ça, je me dis, cette génération qui s'est fait vacciner là il y a 3 ans en arrière, on croise les doigts, on touche du bois, on espère mais peut-être que dans 10, 15 ou 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont développer suite à... Et j'espère que d'ici là, on sera vraiment reconnus et que là, mais ça, j'ai bien peur que ce soit dramatique. Après, faut pas penser au pire non plus, mais c'est comme tu dis, sur les générations à venir, sur les nouvelles pathologies. Et puis, moi, je vois en immunologie, si je peux me permettre, il y a 4 ans en arrière, quand j'ai été pris en charge, c'était un service qui était très calme, mais vraiment. Et maintenant, c'est un service qui carbure. Il y a je ne sais pas combien de patients. Avant, quand on avait un problème, on avait le numéro de l'interne ou l'adresse mail, on envoyait un message quand on était en forte crise. On appelait le service ou on envoyait un mail. Les médecins nous rappelaient dans la journée. Maintenant, ils ne le font plus. Ils n'ont plus le temps. Il y a trop de patients, en fait. Et ça, moi, ça m'a alarmée. Tout à l'heure, Cécile aussi, elle a dit, quand je vais chez la rhumatologue, avant, on n'était pas nombreux. Maintenant, quand j'y vais, oula, ça a tourné la caméra. Je ne sais pas ce qui arrive. Attendez. Quand je vais chez ma rhumatologue, la salle d'attente, elle est blindée. Il y a un autre indicateur que je vois aussi, moi, c'est les places pour personnes handicapées sur les parkings. Il y a 5 ans, la plupart du temps, elles étaient vides. Et quand il y avait des voitures dessus, c'était des voitures de personnes qui n'avaient pas de carte pour stationner dessus. Aujourd'hui, tout est plein et tout le monde a une carte. Et pour moi, il y a vraiment un gros changement là aussi. Je pense que... Mais toute personne qui retire ses lunettes d'aveuglement voit ça. Ça n'est pas possible de ne pas le voir. Il faut accepter de voir ce qui est effectivement et sortir de cet aveuglement, de cette dissonance cognitive aussi, faire les liens et oser voir le réel, en fait, le factuel. C'est ça aussi l'enjeu. Mais c'est compliqué, on a déjà discuté, Cécile, évidemment, mais c'est bien d'en mettre une couche. Les personnes qui se sont fait avoir et qui ont été dans ce narratif et qui ont été trompées et qui se sont trompées, l'ego en prend un coup, ok, mais peut-être qu'on fait preuve d'humilité là, et puis nous ne sommes que des êtres humains, après tout, effectivement, et reconnaître ça, c'est faire un grand pas, reconnaître cette humilité et avouer que, on s'est trompé, on a été trompé, on a tous été trompés, d'ailleurs. Oui, absolument. Clairement. Merci beaucoup pour cette émission fort émotionnelle encore. Je ne suis pas rendu compte. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas vu du tout. On ne l'a pas vu. Non, on ne l'a pas vu, Lise. On n'a rien vu. On a besoin de parrains et de marraines. Pardon ? Et si je peux faire une petite parenthèse, en fait,
il y a un sujet qui est fort, le sujet Mélanie. Mélanie, quand Mathieu il dit Mélanie, c'est à l'international, Mélanie, quand elle est partie, mais Mathieu, même moi, je vois, puisque je gère la page à victimes de l'assaut, on a reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages. En fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est fort émotionnellement parlant, parce que Mélanie, c'est... et elle, pourtant, elle disait mais non, pourquoi et tout. Mais en fait, elle se rendait compte, oui et non, de l'importance qu'elle avait. En fait, c'est vraiment le noyau. Il y a eu d'autres victimes. Hein. Il y a eu des, je vois dans l'assaut, il y a eu les personnes qui sont décédées tragiquement quelques jours après les injections. Il y a eu des charcots qui sont partis à l'étranger pour les fins de vie. Mais Mélanie et Alain, en fait, c'est un sujet très sensible. Je dis pas ça parce que Alain, c'est mon parrain. Je dis pas du tout. Vrai. En fait, et moi, ça, je l'ai remarqué à Vierzon. Parce que moi, c'était mon premier Vierzon. Et en fait, le sujet Mélanie, c'est vraiment quelque chose faut pas. Franchement, les personnes qui ne sont pas impactées, c'est des personnes qui ne sont pas humains ou qui n'ont pas de cœur, ou l'au-delà, où je ne sais pas d'où ils viennent. Mais c'est vrai, c'est pour ça on pleure facilement, du moins facilement. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dès qu'on parle de Mélanie ou Alain, ça monte. C'est ouais. Sûr. Mais c'est fort. C'est fort. Et c'est pour ça qu'on lâche rien. Je confirme. Ouais. Et c'est pour ça qu'on lâche rien, jamais rien. Merci beaucoup. Ouais. Merci Julie. Merci. Je suis ravie de te connaître un peu plus. Merci ma Cécile d'avoir permis ça. Écoute, merci d'ailleurs. Julie, si tu veux bien remettre un gros bisou à Alain demain de notre part, ce serait sympa. Oui. Ouais, tu fais ça? Allez, oui. Le pauvre, il a essayé de se connecter tout le temps là. Bon, tu lui feras un gros bisou de notre part. Oui, je lui ferai un gros bisou d'être venu. Ouais. Merci infiniment, courage. Et puis merci à nous, à Alain et moi. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. C'est ce que j'ai dit à Cécile lundi. C'est ce que j'ai dit à Lise aussi par message. Merci beaucoup, vraiment. On refait ça. Vous êtes les bienvenus, évidemment, quand vous pouvez, quand vous voulez, bien sûr. Cécile, toi, tu sais, hein, ta maison ici aussi, évidemment. Tu reviens quand tu veux. Beaucoup. Et en plus, c'est pas qu'une image, tu le sais, c'est pas une métaphore. Hein. Oui, non, je sais. Tu es aussi ouverte. Je sais. Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Prenez soin de vous. Merci à toutes et tous d'avoir été là dans les commentaires aussi. Un gros bisou à Dominique, à Aurore, toutes les personnes qui ont été là et qui ont soutenu. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se revoit mercredi prochain. Ciao. À bientôt. Gros bisous. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.